Et ils sont co-législateurs, officiellement. Le Parlement, les gens que vous élisez aux élections européennes, ne sont pas législateurs. Le Parlement n'est pas législateur en Europe. Il est co-législateur. Ça veut dire qu'il est cornaqué, il est surveillé, il est tenu par des ministres, et qui sont l'exécutif. Il faut comprendre que ces gens-là, au niveau européen, les ministres, au niveau européen, ils co-écrivent les lois avec le Parlement, surveillent bien que le Parlement ne déconne pas, et ensuite, après avoir écrit les lois, les ministres reviennent dans leur pays et réenfilent leur costard d'exécutif et font exécuter les lois qu'ils ont votées, qu'ils ont écrites. C'est pas de la confusion des pouvoirs, ça? Puis c'est pas tout. Dans les institutions européennes existent ce que j'appelle, moi, parce que c'est clair, des lois sans Parlement. C'est-à-dire votre Parlement, les gens que vous avez élus, ils sont mis à l'écart. Ils sont mis à l'écart de ces dispositions. On appelle ça des... Comment ils s'appellent ça? Ils s'appellent ça des actes non législatifs. Des procédures législatives spéciales. Des procédures législatives spéciales. Spéciales, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas le Parlement. Ça veut dire qu'il y a le co-législateur, le seul co-législateur qui n'a pas été élu, c'est-à-dire les ministres. Les ministres ne sont pas élus. Hein. Regardez Villepin. Villepin, il n'a jamais été élu par personne qui est ministre. Alors, il y a certains ministres qui ont été élus, mais enfin, ce n'est pas des gens qui ont été élus pour ça. Mais surtout qui n'ont pas été élus pour ça, qui ne sont pas responsables, qui n'ont pas... Donc, les procédures législatives spéciales portent sur des domaines cachés. Il n'y a pas une liste des domaines sur lesquels il y a des procédures législatives spéciales, sur lesquels ce sont des ministres qui écrivent les lois et où le Parlement est mis à l'écart. Il faut aller chercher, farfouiller dans 500 pages de texte pour trouver les sujets de ces procédures législatives spéciales. Alors qu'est-ce que ça concerne? Vous allez me dire, c'est peut-être des petits sujets de rien du tout, où on veut débarrasser le Parlement, lui alléger le travail pour que... Peut-être que c'est pas grand-chose finalement, les thèmes réservés au Conseil des ministres, qu'on appelle Conseil, pour établir des lois sans Parlement. Finalement, c'est peut-être sur des bricoles. Mais jugez. Les procédures législatives spéciales, par exemple, il y a le droit du travail. Une paille. C'est super important. Attends, pourquoi est-ce qu'on met le droit du travail, en tout cas une bonne partie du droit du travail, en dehors de l'examen et de la critique, de la surveillance des gens qu'on élit au Parlement? Vous voulez un autre détail, encore un autre sujet sans importance qui fait l'objet de procédures législatives spéciales que moi j'appelle loi sans Parlement, c'est plus clair. La concurrence, tout ce qui concerne la concurrence. La concurrence. Et pourquoi on met le Parlement à l'écart de ça? Etc. Il y en a une tartine qu'il faut aller chercher. Des procédures législatives, donc c'est des lois sans Parlement. C'est-à-dire que les gens qui ont voulu les institutions européennes se sont débrouillés pour écrire des institutions dans lesquelles ils font ce qu'ils veulent. Sur ce qui compte, ils font ce qu'ils veulent. Le marché intérieur, la concurrence, le droit du travail, le Parlement, il va s'occuper de merdouilles. Les choses importantes, on va s'en occuper nous. On va mettre nos marionnettes qui vont s'en occuper bien comme il faut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Mais il y en a une tartine, je vais en oublier. L'initiative des lois. Super important, l'initiative des lois. Bon, déjà, en France, les parlementaires ont très peu. Ils ont une petite initiative, mais qui est partielle. Mais c'est très important, l'initiative des lois. Qui a l'initiative des lois dans l'Union européenne? Le Parlement, vous rigolez. Le Parlement n'a pas l'initiative des lois. Alors vous non plus, hein, les citoyens non plus. Mais le Parlement, les gens que nous élisons, n'ont pas l'initiative des lois. Alors qui a l'initiative des lois? La Commission européenne. Elle est élue, celle-là? Non, elle n'est pas élue du tout. Elle rend des comptes devant quelqu'un, devant personne. Pour la virer, il faut qu'ils aient piqué dans la caisse. Elle ne sera jamais virée. Ils sont irresponsables. C'est une fausse responsabilité. Une responsabilité factice. Et celui qui a l'initiative, il a le pouvoir. Il ne prendra pas l'initiative des lois dont il n'a pas envie. Voilà. C'est super important, l'initiative. Et alors, les juges. Dans l'Union européenne, il y a des juges.
et qui ont un pouvoir énorme, énorme. Ils poussent à la roue, ces gens-là. Ces gens-là boostent la construction européenne. La construction antisociale et antidémocratique, je vous rappelle. Hein. Elle est boostée par les juges. Comment ça se fait que les juges qui ont ce pouvoir fassent ça? Eh bien, les juges, qui devraient être indépendants, hein, normalement, 3 pouvoirs, les juges doivent absolument être indépendants. C'est très important. Si les juges sont sous contrôle de l'exécutif, mais c'est une catastrophe pour nous. Il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de justice. Comment ça se passe en Europe? Eh bien, les juges, normalement, sont indépendants. Chez nous, tu nommes un juge, et puis il est juge à vie, très longtemps. Il ne faut pas qu'il ait peur pour sa carrière, le juge. Sinon, il va être dépendant, il ne va pas rendre la justice. Eh bien, les juges européens, ils sont nommés par les exécutifs qui vont avoir à juger pour 6 ans, ce qui est court. Renouvelable. Renouvelable, ça veut dire non renouvelable. Ça veut dire que les juges dépendent, pour leur carrière, des exécutifs qui vont avoir à juger. Non mais attends, qui a écrit ce texte? Qui a écrit cette anti-constitution? Et puis je ne vous parle pas des procédures de révision. Les procédures de révision, soit celles qui sont avec référendum, sont impossibles. Il faut une triple unanimité. L'unanimité dans la conférence intergouvernementale qui va proposer le projet de révision. Il faut que tous les gouvernements, donc les 27 ou 28 gouvernements de l'Union européenne, soient unanimes pour proposer la modification de la Constitution. Puis il faut que la deuxième, c'est le procédure. On a la conférence intergouvernementale, puis les parlements, j'oublie une étape, elle m'échappe, et puis les parlements qui vont ratifier. Mais il y a 3 unanimités. Il faut 3 unanimités, et puis les parlements ou les peuples qui vont ratifier. Mais ça n'arrivera jamais. Il suffit qu'il y ait un État qui, dans une des étapes, bloque le truc, c'est fini. La révision n'a pas lieu, avec référendum. Et les autres révisions qui sont possibles, elles sont sans référendum. Non, sans référendum. Si vous acceptez une constitution qui va être modifiable sans qu'on vous demande votre avis, mais vous signez un chèque en blanc. Vous n'avez plus de constitution. Qu'est-ce que ça va devenir, le truc? Comment tu peux être garanti que ça ne va pas devenir tyrannique si les révisions sont possibles sans référendum? C'est scandaleux. C'est absolument scandaleux. L'initiative populaire, ce qu'on nous dit, il n'y a aucune initiative populaire en Europe. Il y a une pantalonnade, une farce, quelque chose qui est insultant, qui est ce droit de pétition. 1 million de personnes peuvent demander la permission à la commission. Si vous voulez bien, on est un petit million. On aimerait bien que vous parliez de ça. Si vous vouliez bien le transmettre au Parlement, la commission, elle n'a pas besoin de motiver son avis. Si elle veut, le fout à la poubelle. Donc ça n'a aucune force contraignante. Et puis, si elle décide, elle peut le trafiquer, elle peut le réécrire, et elle le transmet au Parlement. Et le Parlement, il en fait ce qu'il veut. S'il veut, il le fout à la poubelle. Il en discute, et ben là, on a discuté. Ah mais putain, attends, ça sert à rien, ce truc, rien. Ça n'a rien à voir avec le référendum d'initiative populaire. Rien, de rien, de rien. C'est du foutage de gueule, mais c'est parce que ceux qui l'ont écrit sont des escrocs. C'est pour ça, c'est ça. Alors bon, tout ça, c'est des conséquences. J'aimerais-je. C'est trop long. Tout ça, c'est des conséquences. Il faut chercher la cause. Qu'est-ce qui fait que tout ce qui est important dans cette Constitution, c'est dans la partie 1. Hein. Ils ne veulent pas qu'on en parle, ils disent la partie 1 était consensuelle. Mon œil, la partie 1, c'est ce qui contient le plus grave. Tout ce que je viens de vous dire, c'est dans la partie 1. Et la partie 4 pour la révision. Qu'est-ce qui fait que ce soit aussi catastrophique? D'où ça vient? Mais ça vient du fait que ceux qui l'ont écrit, ce texte, avaient un intérêt personnel à le faire. Et ils avaient un intérêt personnel à notre impuissance. Et c'est ça le problème, c'est le conflit d'intérêts dans le processus constituant. Et d'où ça vient? Comment ça se fait que ces gens-là puissent écrire la Constitution? Mais c'est parce qu'on s'en fout. C'est parce que vous en foutez. Parce que vous tous là, vous en foutez. C'est notre faute, je veux dire. Et c'est pour ça que je propose de faire des ateliers constituants, c'est-à-dire d'écrire, enfin nous transformer et dire, bon, maintenant ça suffit, on a compris. La prochaine fois, le prochain match, on sera entraîné. Nous, ça fait 1 an, 2 ans qu'on écrit tous les jours, on en parle entre nous, au moins 2-3 fois par semaine. On se retrouve entre nous, entre copains,
entre collègues, avec nos enfants, nos parents, et on discute de constitution. Ça fait 2 ans maintenant. Ce coup-ci, vous ne ferez pas le coup. Ce coup-ci, là, vous voulez qu'on élise une assemblée constituante, il n'en est pas question. Nous n'élirons pas une assemblée constituante parmi les professionnels de la politique. Ce n'est plus les professionnels de la politique qui vont écrire la constitution, c'est nous. Comment on fait? Parce qu'on s'est entraîné, ça fait 2 ans qu'on fait des ateliers constituants, toutes les semaines. On sait très bien, on n'a plus besoin de vous. Et il ne faut plus que ce soit vous qui l'écriviez. C'est ça l'idée. Mon idée, c'est qu'il faut qu'on fasse des ateliers constituants, mais pas tous les mois, quoi. Hein. Vous êtes feignants quand vous faites ça. Hein. Éteignez votre télé. Il paraît que vous regardez la télé, j'ai vu ça, 3h50 de moyenne, dans le monde. 3h30, 3h50 maintenant, je crois maintenant, par jour. Alors moi, je ne la regarde pas, donc vous, peut-être, vous la regardez 6h. Enfin, il y en a un autre qui la regarde 6h ou 7h. Comme nous deux, on ne la regarde pas, je pense qu'il y en a un qui se tape 9h, du coup. Il se tape 14h. Enfin, c'est monstrueux. Donc, enfin, la plupart des gens écoutent beaucoup la télé. Il suffirait, alors on dit ils n'ont pas le temps, ils rentrent du boulot, ils sont fatigués. Ouais, ok, t'es fatigué, mais 3h30 de télé, si t'éteins ta télé, t'as pas besoin de bosser 3h30 sur la Constitution tous les jours. Hein. Tu bosses une demi-heure, même un quart d'heure tous les jours, c'est comme si tu jouais du piano, quoi. Tu joues un petit peu de piano. Tu vas progresser très vite. Mais sur ce plan-là, il y a la question du rapport à soi qui est importante, parce que c'est vrai que on va... ça paraît facile à dire, éteins ta télé, intéresse-toi à ces choses-là. Et pour autant, je sais pas, dans notre entourage, enfin moi c'est quelque chose qui peut m'arriver. J'ai beau dire éteins ta télé et montrer, donner plein de pistes sur plein de choses qui peuvent être intéressantes, sur des problématiques d'écologie, des problématiques monétaires, économiques, enfin tous, en essayant de trouver la porte d'entrée pour chacun, la chose qui va parler à une personne et qui va lui permettre. Si on lui dit juste éteins ta télé, c'est pas sexy. Hein. C'est ça. Et malgré tout, il y a une vraie peur. Il y a un vrai, enfin. Les gens voient bien que les choses vont mal. Les gens sentent, il y a un vrai feeling qui s'attend à penser que. Il y a un aspect très soporifique des médias qu'on appelle mainstream. Lénifiant, voilà, qui nous endort, qui nous amollit. Voilà, qui tendent sur ça, et c'est vachement rassurant de se laisser aller à penser ça. Donc il y a dans le rapport à soi, dans l'intégrité personnelle. Le gars qui va mal et qui prend un verre de whisky tous les jours pour aller moins mal. Voilà, et on a été éduqué à ça depuis le début. Ça se voit dans plein de domaines. En ce qui concerne cet aspect soporifique, on va avoir ça. C'est-à-dire que les gens vont être addicts à un univers feutré, à une conception de la réalité qui va être feutrée, par rapport à une conception de la réalité qui demande de comprendre, de s'intéresser au fondement de l'environnement qui nous entoure, pour penser un chemin qui soit un chemin de liberté, qui soit de s'inscrire dans quelque chose plutôt que de suivre le mouvement. C'est pas facile ça, c'est-à-dire que comprendre qu'il faut écrire et qu'il faut s'impliquer politiquement, c'est une chose, mais soi-même dans sa vie, comprendre qu'il faut prendre la mesure de sa réalité et s'impliquer fondamentalement, c'est encore autre chose. Quand on est dans une hiérarchie, on a l'habitude de se laisser aller, on est éduqué à ça, on est éduqué à l'autorité, on est éduqué à la soumission à l'autorité. C'est très très ancré dans la manière dont on... C'est un vrai boulot de s'émanciper. Absolument. Il faut à la fois faire le lien entre la Constitution et nos problèmes personnels. Et puis, il y a loin de la coupe aux lèvres, c'est une chose d'avoir compris, c'est une autre de transformer ça en action. Il ne suffit pas d'être informé pour agir. Il y a quelque chose, nous avons besoin de quelque chose de plus pour vraiment agir. Il me semble que j'ai trouvé quelque chose d'utile sur ce sujet-là.